Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va démontrer qu'un tiers n'est pas un nombre décimal. Alors il faut savoir que c'est une démonstration qui est exigible donc, pour un élève de seconde, donc il faut absolument savoir le faire. Alors quel est l'intérêt d'une telle démonstration? Pour moi il y a deux intérêts majeurs. Tout d'abord, on va réinsister sur la définition d'un nombre décimal. Et donc dès le début je vais vous rappeler un petit peu qu'est-ce qui fait qu'un nombre décimal est particulier. Et donc on va être amené à faire la différence entre les décimaux et les rationnels. Et ensuite, deuxième vraiment intérêt majeur de cette vidéo et de cette démonstration, c'est qu'on va aborder un nouveau type de raisonnement qui s'appelle le raisonnement par l'absurde. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut travailler et vous n'aurez pas perdu votre temps. Alors pour ça, on va redéfinir les rationnels. Alors les rationnels, c'est un ensemble de nombres dont la lettre qu'on a choisi pour symboliser l'ensemble, c'est la lettre Q, ici avec une barre au milieu. Et bien cet ensemble, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent P sur Q avec donc P, un entier relatif. Donc je vais l'écrire en français même s'il y a une lettre. Un entier relatif, c'est l'ensemble Z. P entier relatif et Q, un autre entier relatif. Mais lui sera forcément non nul parce qu'on sait qu'on ne peut pas diviser par 0. Alors ces deux phrases-là peuvent être résumées par des symboles. Un P antirelatif, on peut écrire P appartient donc à l'ensemble des antiratifs Z. Et ici Q appartient à l'ensemble des antiratifs, donc Z. Non nul, on rajoute une petite étoile ici pour préciser ici qu'on prend des antiratifs non nuls. Donc voilà la définition rigoureuse ici des nombres rationnels. Donc ce sont des divisions de deux entiers, pour résumer. Il faut savoir que, bien, pour reconnaître un nombre rationnel, quand il est écrit sous sa forme donc décimale avec l'écriture virgule, eh bien, il y a une particularité. Les nombres rationnels ont tous, à partir d'un moment, une répétition. Alors ça peut être, par exemple, si je prends 3, 72, 17, vous pouvez avoir une répétition de 0, d'accord? C'est-à-dire que finalement, on sait bien que quand il y a des zéros, bien, on ne les écrit plus, donc on écrira juste 3,72, 17, et dans ce cas-là, notre nombre est décimal, et vous avez des nombres particuliers dont l'écriture, par exemple, pourrait commencer pareil, 72, 17, mais par contre, vous auriez la répétition de cette séquence 72-17 à l'infini. Dans ce cas-là, on dit qu'il a une partie décimale périodique à partir d'un certain temps avec une période non nulle. D'accord? Donc, on va retenir, pour être simple, parmi les rationnels, on a donc ceux qui ont une écriture, qui peuvent avoir une écriture décimale finie. Et ça s'appellera des décimaux. Et ceux qui ont une écriture qu'on ne peut pas écrire de façon finie. C'est une écriture infinie, c'est-à-dire sans répétition de 0. On a une séquence non nulle qui se répète. Ça, on appellera ça donc des rationnels non décimaux. Écriture infinie avec séquence, pour être clair, avec séquence non nulle. Quelle est la question ici? On veut montrer qu'un tiers n'est pas un nombre décimal. Alors déjà, effectivement, un tiers, c'est bien un rationnel, puisque c'est la division du nombre entier par le nombre entier 3. Donc c'est un rationnel. Donc la question qu'on va se poser ici, c'est est-ce qu'on le classe parmi les décimaux ou parmi les non décimaux, une fois qu'on sait qu'il est rationnel? Et bien la réponse, vous la connaissez déjà, c'est qu'un tiers n'est pas un nombre décimal. Ça veut dire que, et quand vous allez essayer de l'écrire, effectivement, on se rend compte que ça fait 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, sans jamais s'arrêter. Donc vous avez bien une répétition d'une séquence non nulle, donc ce nombre n'est pas un décimal. Pour d'ailleurs trouver ce 0, 3, 3, 3, on peut poser la division. 1 divisé par 3, 0. Ensuite, on baisse un 0. Dans 10, combien de fois 3? 3 fois. 3 fois 3, 9. Et vous voyez qu'en faisant la soustraction, on revient sur 1. Donc en abaissant, on revient sur 10. Dans 10, combien de fois 3? 3. 3 fois 3, 9. On fait la soustraction, etc. Et ceci, évidemment, vous voyez, ça ne va jamais s'arrêter. Alors ça, c'est pas une démonstration. C'est juste, on fait une petite division. On pourrait évidemment imaginer, on voit bien que ça ne peut pas s'arrêter. Mais ça, mathématiquement, c'est pas très rigoureux. Donc on va essayer de faire une vraie démonstration pour montrer que ce nombre entier, eh bien, ne peut pas avoir une écriture qui s'arrête. Et donc, il a forcément une écriture infinie, sans répétition. Alors, on va donc avoir besoin d'une deuxième définition des nombres décimaux. Donc là, ici, la définition qu'on pourrait donner, c'est des nombres dont l'écriture décimale peut s'arrêter à partir d'un certain moment.
quelle est la deuxième définition des nombres décimaux qu'on va apporter ici? Bien. Les nombres décimaux, et je vous donnerai des exemples, ce sont des nombres qui peuvent s'écrire un entier, que je vais appeler A, divisé par une puissance de 10, une puissance entière. Donc ici, avec A, un entier relatif, donc il peut être négatif, et N, un entier naturel. Donc une puissance plus grande que 0, ou égale à 0. Donc je vais vous donner plein d'exemples. Je prends 3,12, eh bien on peut l'écrire 312 divisé par 100. Vous voyez? Et 100, c'est effectivement 10 puissance 2. Et 2, c'est bien un entier naturel. 312, c'est un entier relatif. Si on prend un nombre entier, on obtient 4 divisé par 10 puissance 0. 10 puissance 0, par définition, ça vaut 1. Donc effectivement, avec cette petite écriture, on voit que les entiers sont tous des nombres décimaux. Voilà. Et donc, dès que vous avez comme ça un nombre qui a une écriture finie, vous pouvez mettre ici beaucoup de nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 par exemple. Eh bien, en décalant la virgule d'assez, eh bien, vous pourrez écrire ce nombre sous la forme ici. Donc, 8, 9. Donc, ce nombre ici, c'est donc 6 123 456 780 divisé par une puissance de 10. Alors on a décalé la virgule de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc 10 puissance 9. Et c'est cette définition des nombres décimaux qui va nous servir à faire les démonstrations quand on veut les faire de façon très rigoureuse. Ainsi, si vous voulez montrer par exemple que 0,27 est un nombre décimal, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de le mettre sous la bonne forme. Donc on dira 27 sur 10 au carré. On dira 27, c'est bien un entier relatif, donc il appartient bien à Z. La puissance ici, c'est 2, c'est bien un entier naturel, c'est dans N. Donc on a exactement l'écriture d'un nombre décimal. Donc on dira, oui, 0,27 est décimal. D'accord? Sinon, on aurait pu dire on a une écriture, une partie décimale qui s'arrête, mais vous voyez, c'est un petit peu moins précis. Alors là, pourquoi on a réussi? Parce que 0,27 était un nombre décimal. Donc là, la difficulté pour un tiers, c'est que ça n'est pas un nombre décimal. Donc on ne va pas réussir à le mettre sous cette forme-là, parce que si on y arrivait, il serait décimal. Et donc on va utiliser un nouveau type de raisonnement, ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. De quoi s'agit-il? Eh bien, pour montrer qu'une propriété est vraie, on va supposer que sa propriété contraire est vraie, et on montre alors qu'on arrive dans cette hypothèse à des absurdités. Et donc, ça veut dire que votre propriété contraire est donc fausse, et ainsi la propriété de départ est vraie. Petit exemple simple, alors c'est vraiment un raisonnement qui sert beaucoup en mathématiques. Ici on va s'en servir pour un tiers n'est pas décimal. On s'en servira aussi cette année dans une autre démonstration avec racine de 2 est un nombre irrationnel. On s'en sert aussi pour montrer l'infinité des nombres premiers. Et le plus simple ici en maths qu'on peut faire, c'est montrer que 0 n'a pas d'inverse. Donc propriété, 0 n'a pas d'inverse. La propriété contraire, c'est donc 0 a un inverse. Donc supposons que cette propriété contraire est vraie. Donc supposons 0 a un inverse. Par définition d'un inverse, on va l'appeler donc un inverse qu'on va appeler par exemple ici x. Dans ce cas-là, on a alors 0 multiplié par x qui vaudrait 1, parce qu'un nombre fois son inverse, ça fait 1. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Cela donne 0 à gauche, puisque 0 fois x, ça fait 0, ça donne 0 égale 1. Et ça, c'est absurde, c'est faux. D'accord? Donc, notre supposition ici est absurde, elle est donc fausse. Et donc, eh bien, la supposition est fausse. La propriété contraire est donc fausse. Donc, ça veut dire que la propriété, elle est vraie, celle du haut. Donc ici, donc 0 n'a pas d'inverse. D'accord? Parce que s'il avait un inverse, ça nous amènerait à 0 égale 1 qui est absurde. Donc, voilà le principe d'un raisonnement par absurde. Supposez quelque chose de faux qui va vous amener à quelque chose que vous savez faux, par exemple 0 égale 1, 1 égale 2, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez considérer que votre supposition était fausse et donc vous avez réussi votre raisonnement. Donc ici, on va montrer qu'un tiers n'est pas un nombre décimal en supposant qu'un tiers est décimal. Voici donc le point de départ. On écrit supposons qu'un tiers est décimal. Dans ce cas-là, il existe donc
d'après la définition que j'ai donnée des nombres décimaux, il existe donc A, un nombre relatif, donc A relatif, et N naturel, tel que, eh bien, 1 tiers va s'écrire A divisé par 10 puissance N. Ensuite, eh bien, on va utiliser ce qu'on peut appeler une sorte de produit en croix. On va avoir 10 puissance N et donc égal à 3 fois A. D'accord? J'ai multiplié par 3 des deux côtés, donc le 3 est allé en haut à droite avec A et par 10 puissance N. Voilà. Conséquence de tout ça, et c'est là qu'on va regarder. À droite, on a un multiple de 3, puisque A est entier, donc 3A c'est un multiple de 3. D'accord? Donc, comme il y a égalité, 10 puissance N doit être un multiple de 3. Alors comment est-ce qu'on repère les multiples de 3? Alors la façon la plus simple, c'est d'utiliser l'écriture. Vous savez qu'un multiple de 3, eh bien la somme de ces chiffres, doit faire un multiple de 3. La somme de ces chiffres est un multiple de 3. Voilà. Donc, si 10 puissance n est un multiple de 3, la somme des chiffres de 10 puissance n est un multiple de 3. Donc on écrit 10 puissance n égale 3a, 3a multiple de 3, donc ces deux informations ensemble nous disent que la somme des chiffres de 10 puissance n est un multiple de 3. Alors les chiffres de 10 puissance n, c'est quoi? Alors 10 puissance 0, ça fait 1. 10 puissance 1, ça fait 10. 10 puissance 2, ça fait 100. Et vous voyez, les puissances de 10 n'ont qu'un nombre, qu'un chiffre non nul, c'est le premier. D'accord? Et donc ça veut dire que la somme des chiffres de 10 puissance n, ça vaut toujours 1. Le seul chiffre non nul, le premier, qui est à gauche. Or, donc cette somme est 1. Conséquence, la somme des chiffres est un multiple de 3, cette somme est 1, donc 1 est un multiple de 3. Et ça, vous voyez, c'est absurde, on sait bien qu'un n'est pas un multiple de 3. Et donc ici, on arrive sur quelque chose d'absurde. Conséquence de ça, ça veut dire que notre supposition est fausse. D'accord? Notre supposition, je l'ai mise en jaune, c'est 1 tiers et décimal. La supposition qu'on a faite est donc fausse. Cette supposition, c'était 1 tiers et décimal, donc son contraire est vrai. 1 tiers n'est donc pas décimal. Vous voyez qu'on a donc démontré en utilisant ce raisonnement par absurde. Voilà. Alors, on va refaire sa démonstration. Moi, j'ai utilisé pour l'instant la somme des chiffres de 10 puissance n est un multiple de 3. On a utilisé le critère de divisibilité par 3 avec la somme des chiffres. On peut démontrer qu'il y a quelque chose d'absurde en utilisant un autre type de raisonnement. Donc, on va le faire tout de suite. La première chose que je vais montrer, c'est que dans ce cas-là, n ne peut pas être égal à 0. Je vais en avoir besoin. Donc ici, montrons que n est égal à 0. Alors comment on fait? Eh bien là, c'est étrange parce que si on veut montrer que n ne peut pas être égal à 0, on va être obligé de faire un petit raisonnement par l'absurde. Donc c'est des choses, finalement, que vous saviez déjà faire. Ici, si, donc supposons n égale 0. Dans ce cas-là, ça donnerait 10 puissance 0 qui serait égal à 3 fois a. Ça ferait donc 10 puissance 0, ça ferait donc 1 est égal à 3 fois. Or, a est un entier. Donc 3 fois ne peut pas valoir 1. Il peut valoir, si A vaut 0, ça vaudra 0. Si A est plus grand que ou égal à 1, ça sera au minimum 3. Donc ça, c'est impossible. D'accord? Impossible ou absurde. 1 ne peut pas s'écrire 3 fois un entier. Donc, vous voyez, petit raisonnement pas absurde. Comme on avait supposé que n égale 0, cette hypothèse nous amène à une impossibilité, à une absurdité. Donc n est forcément différent de 0. Donc ici, on a n qui sera donc un entier naturel mais non nul. Deuxième chose, on va montrer que n ne peut pas non plus être égal à 1. Donc ici, supposons n égale à 1. Qu'est-ce qu'on aurait? On aurait, donc dans ce cas-là, 10 puissance 1 serait égal à 3 fois a. Et donc, 10 serait égal à 3 fois a. 10 serait un multiple de 3. Donc ça, c'est absurde. 10 n'est pas un multiple de 3. Donc forcément, déjà,
on a n qui est non nul et n différent de 1. Conclusion, n est supérieur ou égal à 2. Pourquoi je montre que n est supérieur ou égal à 2? Parce que dans ce cas-là, 10 puissance n est donc un produit comportant n facteurs, tous, alors n facteurs au pluriel, tous égaux à 10. Ça veut dire, par exemple, 10 au carré, c'est 10 fois 10. 10 au cube, eh ben, c'est 10 fois 10 fois 10. Et 10 puissance n, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, et ça avec n facteurs. Pourquoi j'ai besoin de n supérieur ou égal à 2? Parce que j'ai besoin d'avoir des produits ici, un produit avec plusieurs facteurs, de façon à utiliser ce qu'on appelle le lemme d'Euclide. Ce lemme d'Euclide, c'est une petite propriété que je vais vous citer tout de suite. Si un nombre entier premier divise un produit de deux nombres, ou même de trois nombres ou de quatre nombres, et bien forcément P va diviser l'un des nombres, c'est-à-dire l'un des facteurs. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3A qui est égal à 10 fois 10 fois 10, etc. Donc 3 va diviser ce produit, donc 3 va diviser l'un des facteurs. Conséquence, donc comme 3 est un nombre premier, eh bien notre lemme d'Euclide et sa généralisation à des produits de plusieurs nombres, de 3 nombres, 4 nombres, 5 nombres, eh bien nous permet de dire que si 3 est premier et que 3 divise donc un produit ici de n facteurs, alors et donc 3 divise l'un des facteurs, mais comme ils sont tous égaux à 10, eh bien 3 diviserait 10, et 3 ne peut pas diviser 10, on le sait, 3 ne divise pas 10, et donc on est arrivé à une absurdité. Alors cette démonstration est un petit peu plus complexe parce qu'on utilise justement ce lemme d'Euclide, et donc c'est pour ça que la plupart du temps on va faire la démonstration avec les chiffres, la somme des chiffres qui est divisée par 3. C'est beaucoup plus facile à comprendre pour un élève de seconde. Alors il existe une troisième démonstration faisable avec la chose qu'on appelle la décomposition en facteur premier d'un nombre. Il faut savoir que les nombres entiers admettent une unique décomposition en produit de puissance de nombre premier. Je m'explique. Par exemple 20, vous pouvez l'écrire 4 fois 5, d'accord? Et si on arrive à des nombres premiers, ça fera 2 au carré fois 5 puissance 1. D'accord? On a décomposé 20 en produit de puissance de nombre premier. Prenons un autre exemple. Je sais pas moi, 36. Voilà, 36, c'est donc 6 fois 6, mais c'est aussi, alors attention, ça fait 4 fois 9. Donc vous allez avoir 3 au carré, enfin 2 au carré d'abord, fois 3 au carré. Et chaque fois que vous prenez un nombre, prenons 124, 124 c'est quoi? C'est 2 fois 62, donc 2 fois 2 fois 31, c'est donc 2 au carré fois 31 puissance 1. Voilà. Tous les nombres peuvent se décomposer de manière unique en produit de puissance de nombre premier. Qu'en est-il de 10 puissance n? Bien, 10 puissance n, comme 10 c'est 2 fois 5, eh bien vous pourrez l'écrire 2 puissance n fois 5 puissance n. D'accord? Même si n égale 0, ça vous donnera des puissances 0, ça donnera le nombre 1, et effectivement, 1 a une unique décomposition, d'accord? Et ça veut dire que les puissances des nombres premiers sont tous égales à 0. Pourquoi ça va nous poser un problème? Parce que 10 puissance n, c'est 2 puissance n fois 5 puissance n, et c'est aussi égal à 3a. Donc, si on regarde la décomposition de 3a, on ne connaît pas, mais on sait déjà qu'au minimum, on aura ici une puissance de 3, d'accord, qui n'est pas ici nulle, qui est au minimum égale à 1. Or, dans la décomposition de 10 puissance n, vous n'avez pas de puissance de 3. D'accord? Et donc ça pose un problème parce que eh bien, ces deux décompositions doivent être les mêmes, puisqu'on a dit qu'il y avait unicité. Donc, eh bien, ça nous amène à une absurdité. Si 10 puissance n était égal à 3 fois a, avec a un entier, dans la décomposition en facteur premier de 10 puissance n, on aurait au moins un 3. Et là, vous voyez clairement, on ne l'a pas. La puissance, ici, il n'y a même pas 3, donc la puissance de 3 dans cette décomposition, c'est 0. Et ici, c'est au minimum 1, donc on a une absurdité. Et voilà une autre façon de démontrer. Alors, ça nécessite
de connaître ce théorème fondamental qui est l'unicité de la décomposition des nombres en produits de puissance de nombres premiers. Donc c'est pour ça que c'est la démonstration que je fais en dernier. Mais vraiment en seconde, moi je vous conseille de retenir celle avec l'écriture, avec la somme des chiffres qui doit être un multiple de 3. C'est beaucoup plus simple, d'accord, à retenir. Il faut savoir qu'au programme, il y a une deuxième démonstration par l'absurde, dans le même chapitre, le chapitre des ensembles de nombres, c'est l'irrationalité de racine de 2, quelque chose d'historique en maths. Et donc, à très bientôt.